Donc à la dernière session, la session qu'il y a eu ici au temple, j'ai continué l'enseignement de la Prajnaparamita où il y a en fait tout le premier tome de la Prajnaparamita, c'est la définition et la description de ce qu'est un bodhisattva. Et vraiment, le bodhisattva, c'est l'image d'un héros qui souhaite aider et faire évoluer les existences, toutes les existences, et aussi lui-même. Donc on explique dans la Prajnaparamita en fait le chemin des bodhisattvas et leur évolution et ce qu'ils pratiquent pour évoluer vers leur idéal. Donc j'ai expliqué donc pour aider les gens et pour s'aider eux-mêmes, ils détruisaient les vues fausses, les enveloppements et les passions. Donc j'ai expliqué tout ça. Donc leur système de développement et de purification ressemble à une médication. Quand on est très malade, en fait, quand on est très malade, le corps est empoisonné, affecté, enflammé, pollué. Et donc, il faut combattre le poison. Il faut combattre le poison ou la bactérie ou le parasite, le microbe qui attaque le corps. Et en même temps, il faut renforcer les défenses immunitaires, la force vitale, la clarté d'esprit, l'espoir, l'optimisme. Et donc dans la session précédente, j'ai expliqué comment on s'attaquait au poison de l'esprit. Et dans celle-là, je souhaite expliquer comment on développe l'aspect positif.
Dans les deux cas, pour ce qui est du zen, de la voie bouddhiste, il s'agit des maladies spirituelles. Et donc dans les deux cas, les médecines sont liées à la pensée. C'est la pensée qui peut nous troubler, qui peut nous empoisonner, nous parasiter, nous tromper, nous rendre malades et affecter jusqu'au corps. Et c'est en même temps la pensée qui va nous éveiller, nous illuminer, et quand on la maîtrise, elle rentre dans un processus positif de concentration qu'on appelle samadhi. Il y a une nonne très célèbre au Japon, dont Sensei nous parlait souvent, qui s'appelait Ryonen. Son nom zen signifiait claire compréhension. Claire compréhension, c'est le samadhi. C'était une jeune fille magnifiquement belle. Gracieuse, le teint blanc nacré, les cheveux épais, la nuque fragile, les yeux profonds comme un lac, l'idéal de la beauté japonaise. Elle était élégante, fine, un maintien parfait, issue d'une noble famille de samouraïs. Dans sa jeunesse, Ryonen possédait un grand talent de musicienne. Elle était également douée pour la peinture, la calligraphie, la poésie. Même l'impératrice l'avait remarqué et voulait l'attirer proche d'elle dans le cercle intime des dames du palais. À cette époque, Ryonen était âgé de 17 ans et cette histoire se passe vers les années 1700 pendant la période Edo au Japon. C'est une époque florissante du Japon. Il y avait beaucoup de prospérité et peu de guerre dans le pays. Et cette jeune fille ne se contentait pas d'être merveilleusement belle, mais elle avait beaucoup de qualités spirituelles, très intelligente et un grand cœur. Et tout le monde l'aimait. Aussi, la surprise et la consternation fut unanime quand elle annonça qu'elle
désirait devenir une nonne zen. Évidemment, sa famille lui interdit. Hors de question que tu deviennes une nonne. Ryonen, qui était très intelligente et qui s'exprimait très finement, plaide à sa cause et bouleversa même sa famille et son père par sa sincérité. À tel point que, malgré qu'on ne plaisante pas avec l'autorité des parents, elle réussit à négocier un compromis avec sa famille. D'accord. Elle devait d'abord se marier, avoir au moins 3 enfants, dont un fils qui assurerait la continuité de la ligne. Et ensuite, si elle le souhaitait toujours, alors à ce moment-là, la famille la laisserait libre de se raser la tête et d'aller vivre dans un monastère, de mendier sa nourriture avec son bol dans les mains. Donc, Ryonen, qui respectait sa famille et la tradition, accepta elle aussi ce compromis, s'inclina, et la vie reprit son cours tranquillement. La famille rassurée pensait que finalement, quand elle aura été mariée, qu'elle aura eu 3 enfants, certainement elle aura oublié sa lubie de jeunesse, d'adolescente. D'ailleurs, à l'âge de 19 ans, Ryonen épousa dans une grande fête somptueuse un grand seigneur. Elle lui donna 2 filles qui promettaient d'être aussi gracieuses et belles que sa mère. Et un garçon solide et calme. Tout se passait très bien, les enfants grandissaient. Et un matin, Ryonen déclara à sa famille stupéfaite: bon ben voilà, j'ai rempli ma part de ce que nous avons convenu. Et je dois vous quitter maintenant pour suivre mon destin. J'ai l'intention de devenir nonne maintenant. Ni ses parents, ni son époux, ni ses enfants ne purent la dissuader. Elle s'en alla à 23 ans. Elle était toujours magnifique dans l'éclat de sa beauté. La maternité l'avait rendue encore plus belle. Elle se présenta au temple d'Edo et demanda au maître Tetsugyu de l'accepter comme disciple. Le maître lui dit, après l'avoir regardé longuement: Ryonen, tu es trop belle. Tes cheveux sont trop beaux et brillants, tes yeux sont comme des lacs sombres, remplis de sortilèges. Tu serais dans notre communauté une occasion de désordre et de trouble. Je suis désolé, mais je ne peux pas t'accepter. Alors Ryonen se rasa la tête, se débarrassa de tous ses bijoux,
même d'un bracelet qu'elle portait à la cheville et qu'elle avait depuis son enfance. Elle revêtit une vieille robe, un vieux colomo, et se présenta devant un autre maître, le maître Zen, Hakuo, dans un village inconnu, éloigné de la capitale dans la montagne. Le maître la regarda longuement et lui dit: Ryonen, je vois bien que tu as rasé ta tête. Je vois bien que tu as mis un vieux colomo misérable. Et je devine que tu es sage et que ton cœur est pur. Je pressens tes vertus. Mais tu es trop belle. La nacre de tes joues fait perdre la tête aux plus forts disciples. Même les plus âgés seraient troublés dans leur méditation. Je ne puis t'accepter dans le temps. Alors, Ryonen partit sur les routes. Méditant dans son cœur. Et un matin qu'elle traversait une petite ville, et elle y vit un marchand de beignets. Soudain, elle saisit la poêle brûlante, la grille brûlante qui trempait dans l'huile, et l'appliqua sur sa joue droite. Elle la maintena assez longtemps pour s'infliger une monstrueuse blessure. En quelques instants, son exceptionnelle beauté s'évanouit pour toujours. Souvent, Sensei nous parlait de cette nonne, et même avec sa cicatrice, après elle a été acceptée dans le monastère, et même avec sa cicatrice, disait Sensei, elle était encore plus belle. Et je crois que c'est elle qui, cette fameuse femme, il y a un moine qui était venu la retrouver et qui lui avait dit: je suis fou amoureux de toi, il faut que tu... Est-ce que tu acceptes de faire l'amour avec moi? Et elle lui avait dit: d'accord, demain. Demain c'est la pleine lune, et demain on fera l'amour ensemble. Et demain, le lendemain, il y avait une grande cérémonie où il y avait tous les moines. Et pendant la cérémonie, elle s'était dénudée et elle avait appelé le moine. Elle avait dit: vas-y maintenant, je suis prête. Devant tout le monde, et le moine avait été tellement humilié qu'il était parti en courant du monastère. Donc la morale de cette histoire, c'est que bien que le zen nous apprenne à accepter le monde tel qu'il est, nous enseigne que nous sommes véritablement de ce monde-ci, mais qu'il ne faut pas s'y laisser enfermer. Et que tout obstacle doit être levé.
ceux qui ont reçu l'ordination de moine, sont assez grands, sont censés être assez grands pour décider de leur pratique. Et ne pas se laisser enfermer par le monde environnant. Sans ça, c'est pas des maîtres. Un maître zen qui me dit je peux pas venir au camp de printemps parce qu'il n'y a pas congé. Alors le maître zen, il fait son planning au début de l'année et il donne les priorités qu'il souhaite. Après, il agence les phénomènes en vertu de ses priorités. En fait, effectivement, on croit toujours être le jouet des phénomènes et des événements, mais effectivement, c'est nous qui choisissons. Le premier pas, c'est de savoir que c'est nous qui créons la réalité et qui choisissons en fait. Mais le choix est large et nos obligations sont larges, comme par exemple pour une jeune fille de bonne famille comme ça, de faire des enfants, de continuer la lignée de sa famille, c'est une obligation importante. Elle s'est engagée, elle a respecté son engagement. Par exemple, cette année, moi j'avais une séchine où je ne suis pas allé. Je l'avais planifié donc en priorité dans les choses que je devais faire. Mais après, la date a été changée. Et je n'avais pas été formellement mis au courant de ce changement. Et donc j'ai pris un autre engagement entre-temps. Après, quand est arrivé le jour de la séchine, on m'a dit c'est la séchine. J'ai dit mais non, je ne l'ai pas noté à cette date-là. Moi j'ai déjà un rendez-vous. Et comme je me suis engagé, je ne peux pas. Je dois respecter mon engagement. Donc c'est simple. Je l'ai déjà dit l'année dernière. Les responsables de dojo, les soi-disant maîtres zen, ils doivent être au temple pour aider aussi ce temple, le seul temple français qui enseigne l'enseignement de Deshimaru. Au
camp d'été, au camp d'hiver, au camp de printemps. Évidemment, plus si affinité. Donc le planning, on se le fait, on le décide. C'est pas les autres qui décident pour soi. C'est pas le gouvernement corrompu qui va décider du plan et qui va mettre en déroute le planning d'un maître zen. C'est pas possible. Et après, autour de l'essentiel, on ajuste sa vie. Il y en a plein qui le font depuis des années, depuis des vingtaines d'années. Je ne dis pas qu'il n'y a que le zen qui soit une priorité, mais il y a aussi par exemple la famille, il y a certaines choses, certains devoirs qu'on a dans la famille et qui doivent, quand ils sont en priorité, ils passent devant. C'est à nous de gérer ça, avec clarté d'esprit et détermination. Et après, il n'y a rien qui peut s'y opposer. Voilà pourquoi j'ai raconté cette histoire de cette femme, de cette nonne. Kaijo.